Bonsoir Jérémy Crinchamp. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le directeur général de la protection civile dans les Alpes-Maritimes. On va voir avec vous quel dispositif vous déployez, notamment auprès des sans-abri. Aujourd'hui, concrètement, il y a combien d'hommes et de femmes sur le terrain dans le département des Alpes-Maritimes pour prêter main forte aux autorités ? Alors aujourd'hui, la protection civile des Alpes-Maritimes, l'intégralité des bénévoles, c'est-à-dire 250, sont mobilisés. Ils ne sont pas tous sur le terrain. On a plusieurs actions concrètes qui sont déclenchées depuis quelques jours finalement. On s'attend par contre à une montée en puissance assez rapide. Donc l'idée, c'était de les mettre en alerte pour pouvoir intervenir rapidement sur le terrain dans les prochains jours. Les choses ont été cadrées, notamment pour l'accueil des sans-domicile stable. Ça a un peu flotté au départ. Donc là, désormais, vous allez prêter main forte directement aux communes pour ouvrir de nouveaux centres. Oui, c'est la première mission là, en lien avec les communes pour l'instant. Les accueils de sans-abri, les accueils classiques, j'allais dire, de sans-abri qui existent déjà dans les communes. Souvent, ce sont des accueils de nuit qui sont étendus le jour désormais. Et puis souvent, ce sont des accueils qu'on crée de toutes pièces. Ça va être le cas dans les prochaines heures dans certaines communes du département. Ça a été déjà le cas dans certaines communes aussi. Ça, c'est pour, on va dire, les personnes les plus démunies qui ne sont pas touchées par le virus. Dans une deuxième phase, on a déjà prévu le fait que des personnes démunies soient touchées par le virus. Et dans ces cas-là, ce sont des accueils beaucoup plus cadrés par la direction départementale de la cohésion sociale, donc la préfecture, et l'ARS, l'agence régionale de santé. Ça veut dire que si vous détectez un cas positif dans un de ces centres, vous allez créer un centre dédié uniquement aux soins des personnes sans domicile stable. Absolument, c'est la stratégie qui a été mise en place par la préfecture. C'est même une stratégie nationale, pour rien vous cacher. Voilà, c'est quelque chose qu'on travaille en plus depuis le début de ce confinement, donc depuis presque une semaine, qui est très très charté. Il y a un cahier des charges très précis. Vous vous doutez bien qu'accueillir une personne démunie qui présente un cas de Covid-19, ça va être très très dur à gérer. Ça demande de la médicalisation, ça demande énormément de moyens, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis plus d'une semaine maintenant. Pour les Alpes-Maritimes, on a une idée de la population qui serait concernée ? Alors c'est très très variable selon les communes. C'est très très variable. Ce qui est sûr, c'est que le travail qui est fait, j'allais dire à l'année, par toutes les associations qui travaillent au niveau de la cohésion sociale, permettent de faire remonter de nombreuses statistiques. Et puis des fois où, selon cette crise, il y a des nouveaux cas qui se présentent, des personnes qui se retrouvent démunies et qu'on va devoir prendre en compte. Donc les chiffres pour l'instant sont très variables selon les communes. Alors, il y a quelques jours, le maire de Cannes, David Lisnard, a réquisitionné une partie du Palais des Festivals pour transformer cet espace en centre d'accueil. C'est Alexis Ricard qui s'y est rendu ce matin. Eh bien, nous sommes au Palais des Festivals, dans un lieu d'accueil qu'a souhaité mettre en place David Lisnard, le maire de Cannes, à la suite de l'annonce de confinement, de l'ordre de confinement qu'a donné Monsieur le Président de la République. Ce confinement vaut pour tout le monde, y compris pour les personnes qui n'ont pas de domicile, d'où la mise en place de ce centre. Il suffit pour eux de se présenter à l'accueil qui est derrière nous, où une prise de température sera effectuée, un certain nombre de vérifications également mises en place, et ensuite ils peuvent disposer, donc comme vous le voyez, d'un lit et d'un repas. Bien sûr, toutes les mesures sanitaires sont respectées, notamment la distanciation sociale. Donc nous avons ouvert vendredi soir à 17h une organisation qui s'est faite en 24 heures, aidée en cela du SAMU social, de la protection civile, de la ville de Cannes bien évidemment, et du Palais des Festivals. Donc c'est une organisation qui a permis d'accueillir dans un premier temps 50 personnes et de les nourrir, de les loger sur cette période-là, pour l'instant qui est encore inconnue. Nous avions compté sur une organisation de 50 personnes, donc nous avons installé dans un premier temps 50 lits picots. La première nuit nous étions à 26, nous sommes montés à 51, hier soir à 55. Dans la journée, il y avait de dimanche une fréquentation assez importante puisque nous sommes montés à plus de 80 personnes. Donc on avait prévu une installation de 80 lits maximum. Mais bon, fort heureusement, je vous dirais que hier soir, on était à 55 personnes. En journée, on a plus de personnes qui montent, puisque là, vous êtes à 60 personnes qui déjeunent. Ce sont des personnes qui sortent quand même aux abords du palais, vraiment sur le devant, pour pouvoir quand même sortir un peu s'aérer. Vous voyez que la pièce est quand même grande, il y a du monde. Voilà, donc vrai succès pour ce dispositif. Vous nous confirmez
la population elle-même est demandeuse. On sait que parfois, dans les maraudes sociales la nuit, certains préfèrent rester à l'endroit où ils se trouvent. Là, on a quand même l'impression que ça les rassure aussi de pouvoir être accueillis dans un centre comme celui-là. Certainement. Peut-être que c'est la crise qui veut ça, puisque nous, effectivement, à l'année, sur nos maraudes sociales, notamment sur le secteur de Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var ou Villeneuve-Loubet, on rencontre tous ces sans-abri et ils ne sont pas du tout favorables à aller dans un centre. Par exemple, à Cannes-sur-Mer, c'est très difficile de les garder dans un centre toute la journée. Donc c'est variable, encore une fois, selon les communes, et c'est pour ça qu'il faut une réponse commune par commune pour cette crise. Oui, j'aimerais avoir votre appréciation de la vague de Covid-19. Le directeur général de la santé au niveau national a expliqué vendredi dernier que le pic de l'épidémie, autant qu'on puisse le prédire, serait pour dans 8 à 10 jours en France. Et on entend beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain comme vous nous expliquer que cette vague va toucher les Alpes-Maritimes, va toucher PACA, même si dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus de cas que dans les Alpes-Maritimes ou le Var. Est-ce que vous avez aussi en tête cette vague avant le pic de l'épidémie et la façon de la traiter ? Oui, depuis quelques jours, nous sommes passés en zone de propagation du virus, donc c'est une nouvelle étape de cette vague, on peut la considérer comme ça. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est traité en priorité pour les masques. Vous en parliez il y a quelques minutes sur ce plateau. Voilà, cette vague d'épidémie, on peut s'y attendre. Maintenant, c'est une crise qu'on ne connaît pas. On a des exemples dans d'autres pays, mais qui ne sont pas du tout culturellement et j'allais dire même démographiquement les mêmes exemples que chez nous. Donc c'est très compliqué de l'analyser et de l'anticiper. Donc nous, ce qu'on prévoit, en tout cas la protection civile pour l'instant, s'adresse évidemment aux plus démunis et dans un deuxième temps, évidemment, il y aura le renfort de tous les personnels de santé qui sont déjà particulièrement débordés, effectivement. Comment vous expliquez que ça ait mis un peu de temps à se mettre en place opérationnellement sur le terrain ? Le dispositif pour les sans-abri, vous voulez dire ? C'est un dispositif qui est très charté, on va dire. Il y a un cahier des charges très précis, notamment sur le point de vue médical. Pour nous, opérateurs finalement de ce dispositif, c'est-à-dire on est une association agréée de sécurité civile de bénévoles. C'est toujours important de le rappeler parce que souvent il y a une confusion entre sécurité civile et protection civile, donc c'est l'occasion de le redire. C'est très difficile de projeter des bénévoles sur le terrain qui ont une activité professionnelle par ailleurs. Donc nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nos bénévoles soient aussi en sécurité, parce que peut-être qu'on en aura besoin dans la durée pour demain, après-demain. Donc, et vous ne manquez pas de bénévoles en ce moment ? Il n'y a pas des gens qui se disent, là, le risque est grand, je vais faire autre chose ? On ne manque pas du tout de bénévoles. Les bénévoles de la protection civile sont très, très, très engagés dans les Alpes-Maritimes et partout en France d'ailleurs. J'ai la chance de pouvoir communiquer régulièrement, tous les soirs d'ailleurs, avec la Fédération nationale. On a un engagement très fort des bénévoles de la protection civile, mais c'est aussi le cas des autres associations de sécurité civile qu'on connaît aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un engagement fort. Moi, je ne ressens pas chez les bénévoles des Alpes-Maritimes des problèmes de je ne vais pas y aller parce que j'ai peur ou quoi. Par contre, on est obligé de prendre toutes les précautions, notamment pour ce qui est des gestes barrières, mais aussi d'autres gestes qui vont rentrer en application. Comment vous vous assurez que vos bénévoles se protègent correctement ? J'imagine qu'eux-mêmes ont déjà dans l'idée de se protéger, mais est-ce que vous leur fournissez du matériel, par exemple ? Oui, on a plusieurs niveaux de protection déjà et j'allais dire de doctrine un petit peu, une doctrine nationale déjà qui nous impose une règle très précise d'intervention. On est en présence de quelqu'un, est-ce que cette personne-là présente de la fièvre ou pas, est-ce qu'elle tousse, ça détermine un petit peu le niveau de protection. Et ensuite, quand on rentre dans un niveau un peu plus important de protection, on a exactement les mêmes équipements que peuvent avoir les pompiers dans les ambulances, c'est-à-dire surblouse, charlotte, masque FFP2. Voilà, on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on fait. On n'a pas pour l'instant des quantités énormes, mais pour l'instant, on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on fait dans les actions des associations de sécurité civile. Est-ce qu'il y a des liens entre l'organisation que vous représentez et d'autres organisations ? Je pense au Secours Populaire, à la Croix-Rouge ou à d'autres organisations qui, avec le maillage des uns et des autres, pourraient considérablement renforcer l'efficacité du travail ? Bien sûr, très concrètement, sur les centres d'accueil de sans-abri atteints du virus Covid-19, on est en lien étroit avec la Croix-Rouge, qui travaille aussi sur le département
département, avec une organisation, un maillage qui a été fait entre eux et nous. Donc il y a une synergie très importante. Le Secours populaire, vous en parlez, tout à l'heure, on a livré des masques au Secours populaire. Voilà, c'est des choses qu'on fait, ce sont des choses qu'on fait régulièrement avec tous les acteurs du terrain, et tout ça est coordonné par donc la préfecture et la cohésion sociale de la préfecture. Et c'est important aussi qu'il y ait cette coordination, parce que ça permet de ne pas partir dans tous les sens, ça permet de faire les choses dans les règles de l'art, et c'est important dans cette crise de faire les choses correctement. Oui, la solidarité aussi entre les associations, bien évidemment. Vous êtes habitué à intervenir dans tout type de situation. La dernière fois qu'on vous avait mis en lumière, c'était pour les intempéries qui ont frappé le département. Là, c'est un exercice très particulier, totalement inconnu pour vous. Comment réagissent les bénévoles ? Oui, est-ce qu'ils ont les bons réflexes tout de suite ? C'est un exercice inconnu, même dans le cadre de nos exercices, peut-être qu'on ne le prévoit pas assez, ce genre de C'est pas des scénarios sur lesquels vous travaillez on ne l'a pas travaillé récemment, pour être honnête. Voilà. On a quand même connu la grippe H1N1, oui. La grippe aviaire ici, dans le département, puisqu'on était un acteur majeur de cette crise en distribuant des masques, justement. Mais globalement, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Comment réagissent les bénévoles ? Ils sont informés quotidiennement des remontées d'informations précises, notamment, on en a parlé autour des mesures de protection, mais aussi d'informations plus diverses et plus officielles sur la typologie du virus, comment il évolue, et ainsi de suite. Donc nous, voilà, c'est nouveau, mais on s'adapte. C'est un peu la force de la protection civile. Alors vous restez avec nous, Jérémy. Je voudrais vous présenter, si vous ne le connaissez pas, Stéphane Gauthier, qui a fait le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux ce week-end. Il est responsable syndical dans un supermarché de la Trinité, et il a proposé un thread, donc vous savez, ces tweets qui s'enchaînent les uns à la suite des autres pour raconter son quotidien, raconter le quotidien d'un employé de supermarché exténué après une semaine au front. Vous voyez donc là une partie de son thread qui a donc été retweeté 2300 fois et aimé plus de 5000 fois, j'imagine, parce que la capture d'écran date de quelques heures maintenant. Alexis Ricard l'a rencontré, Stéphane Gauthier, et il s'est confié, là aussi devant la caméra d'Alexis Ricard, sur ses conditions de travail. Alors sur Twitter, tout simplement, j'avais besoin vendredi soir, après une semaine éprouvante, d'exprimer mon angoisse, d'exprimer ce que je ressentais. Comme tous les gens qui sont aujourd'hui au travail, c'est cette angoisse de ne pas savoir si la personne qu'on va croiser est porteuse ou pas porteuse, s'il y a ce risque de contamination. L'entreprise fait son maximum pour nous protéger, mais beaucoup de salariés aujourd'hui ont quand même la boule au ventre en venant travailler. Les équipes de nuit qui font le remplissage ne sont plus du tout en contact avec le client. Ils débauchent à 8h du matin à l'ouverture du magasin. Toutes les caisses aujourd'hui ont été équipées de plaques en plexiglas. Seule une caisse sur deux est occupée. On a à disposition des gants, du gel hydroalcoolique, des masques depuis aujourd'hui. Ceci étant, on reste quand même confronté à des incivilités, à des gens qui n'ont pas forcément respecté les distances de sécurité, certains qui vont être agressifs parce qu'on va leur refuser trop d'articles de la même famille. On essaye de limiter pour servir tout le monde. On est arrivé, je pense, à un seuil par rapport à ce qu'il est possible de faire dans une structure comme la nôtre, puisque aller plus loin, ça signifierait probablement de tout fermer, et tout fermer, ça serait quand même très pénalisant. Aujourd'hui, on a une mission de service public qui est de permettre aux Français de se nourrir, donc on aurait beaucoup de mal à faire beaucoup plus, à mon sens. Ceci étant, la nécessité, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment que tous nos clients, tous les gens qui nous visitent tous les jours, soient vraiment sensibles aux règles de sécurité qu'on leur demande de respecter pour nous protéger, eux aussi, pour se protéger eux-mêmes. Alors la direction a fait ce qu'il fallait pour justement toutes les personnes qui sont de santé fragile. Elles ont été recensées, identifiées, et aujourd'hui quasiment toutes sont en arrêt de travail. Idem pour les mères isolées ou les parents qui se retrouvent à devoir garder un enfant. Il n'y a eu vraiment aucun obstacle là-dessus.
Pour nous, ça nécessite de la réorganisation parce que il faut remplacer ces personnels qui sont absents aujourd'hui. On va être confronté à d'autres soucis avec la diminution de l'offre de transport annoncée par M. Estrosi. On va devoir à chaque fois s'adapter, se réorganiser. Voilà, petit clin d'œil, plus qu'un clin d'œil même à ces employés qui travaillent évidemment toute la journée. Et... Oui, il faut leur tirer évidemment notre chapeau. Les grandes centrales de distribution, là on en a vu une, on parlait de Carrefour tout à l'heure, estiment qu'elles ont à peu près 30 jours de stock, vous voyez, 30 jours de stock. Donc, ça veut dire que toutes ces grandes enseignes sont capables, pendant un mois, ce qui est quand même extrêmement long, d'approvisionner leur super et leur hyper. Donc, voilà, parfois on voit des comportements qui ne sont pas très citoyens de gens qui ont peur de manquer. Voilà, 30 jours de stock avant d'être reconstitué, je ne pense pas qu'on mourra de faim pour ceux qui ont la possibilité d'acheter des choses dans ce pays tout de suite. Puis rappelons quand même que beaucoup de primeurs vont commencer à venir sur le marché et que là, il va y avoir un problème très simple de main-d'œuvre pour ramasser tout cela, tous ces fruits, tous ces légumes nouveaux en France. C'est un vrai sujet puisque les gens qui travaillent et qui ramassent ne peuvent pas aller dans les champs ou récupérer ces légumes ou ces primeurs puisqu'il y a le confinement. Donc ça va être un souci qui va s'ajouter, de manière économique, mais aussi dans la grande distribution, même si on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui viennent évidemment d'Espagne et d'autres pays. Puisque je vous tiens, Eric, un mot de l'intervention d'Édouard Philippe ce soir au JT de TF1. Alors évidemment, on n'a pas d'informations plus précises que ça, mais est-ce qu'on peut attendre un durcissement des mesures, un prolongement du confinement ? Oui, alors il y a deux choses. Le comité scientifique qui rend son avis avant que le politique dise ce qu'il va décider. Ce comité scientifique devait parler ce soir, il parlera demain. Édouard Philippe, il n'était pas prévu qu'il parle ce soir. Alors, ce qui est certain, c'est que le président de la République, qui tout à l'heure, d'ailleurs, était en visite dans un centre pour sans-abri de SDF à Paris, expliquait que il était contre le confinement total, pour une raison très simple, c'est qu'il estime qu'il y aurait plus de répercussions négatives à obliger les gens à suivre un confinement total que si on durcit le confinement actuel. Alors, Édouard Philippe va-t-il annoncer des mesures supplémentaires ? Mais le président de la République a mis déjà une barre, puisqu'il s'est prononcé à titre personnel, et le président de la République décide et le Premier ministre exécute, et en disant qu'il était contre le confinement total, ça veut dire que Édouard Philippe ne peut pas annoncer le confinement total. En revanche, qu'il annonce des mesures supplémentaires, ou pourquoi pas qu'il impose un couvre-feu comme on l'a à Nice ou dans les Alpes-Maritimes, généralisé en France, parce qu'on voit bien aussi ce qui se passe. C'est que les gens qui font les malins, qui évitent de se promener maintenant dans la journée parce qu'ils ont compris, parfois on les retrouve le soir. Et le virus, il se propage de la même façon la nuit que dans la journée. Alors est-ce que le Premier ministre va annoncer une sorte de couvre-feu national ? Il faudra attendre les déclarations d'Édouard Philippe à 20h. Jérémy, la protection civile, quels sont aujourd'hui les problèmes d'organisation que vous avez identifiés ? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, j'imagine, mais si vous deviez, là, par un claquement de doigts, régler un problème immédiat, urgent dans l'opérationnel, ce serait quoi ? Il y a plein de choses à améliorer, évidemment, parce qu'on n'est pas omniscient non plus. Donc, c'est sûr que, par exemple, on voit nous-mêmes, associations de sécurité civile, les difficultés de nos collègues soignants. On se dit que peut-être qu'on peut aider. Comment ? Je ne sais pas, mais peut-être que cette synergie-là est plus difficile. Et c'est normal qu'elle soit difficile parce que les personnels soignants sont au front et donc il faut anticiper cette crise. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour eux. Dans d'autres départements de France, par exemple, la protection civile assure des transports sanitaires, par exemple, pour aider le personnel soignant qui sont débordés. C'est aussi parce que ce n'est pas le cas actuellement dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, il y a toute une évolution, une montée en puissance qui peut être faite. Donc aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous, vous parliez du confinement et de ce durcissement de confinement, ça s'applique aussi pour nous. Tous nos bénévoles ont une autorisation de sortie, ils ne peuvent pas sortir que dans le cadre d'une mission fixée pour la protection civile. Donc ces durcissements, même si ça paraît simple, nos bénévoles doivent se déplacer de leur domicile à notre base. Et donc ça, par exemple, ça ne changera pas grand-chose pour eux. On l'espère. Non, on l'espère. S'ils
on empêche la protection civile de travailler, c'est quand même un souci. C'est le diable est dans les détails, vous avez raison. C'est une contrainte. Il y a beaucoup de médecins et d'experts qui estiment que le confinement, non seulement n'est pas suffisamment respecté, les décisions qui ont été prises à Nice ou ailleurs l'ont prouvé ces jours derniers, mais en plus qu'il y a parfois des mesures dérogatoires la nuit qui sont inadmissibles, vous l'avouerez. Enfin, je veux dire, le virus, il se propage de la même manière entre 22h et 5h du matin qu'entre 8h du matin et midi. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et on le disait tout à l'heure avec une interview, c'est que culturellement, on est un peu différent, vous comprenez, en France ou en Italie ou en Espagne, de l'Allemagne ou de Singapour ou de la Chine culturellement, et en termes de régime politique aussi. Bon. Donc c'est tout ça qui fait que c'est très compliqué de mettre le gouvernail avec l'inertie que ça représente et de convaincre les gens. C'est très très compliqué. Maintenant, les cas qu'on a vus, enfin je veux dire les décès parfois de jeunes personnes doivent quand même faire comprendre aux gens, aux uns aux autres, que c'est pas de la rigolade, que c'est vraiment du sérieux, et que plus vite le confinement sera respecté de manière scrupuleuse, plus vite on en sortira. Enfin, c'est vous le spécialiste. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, par exemple, à Wuhan, qui a quelques jours d'avance quand même sur nous, on est arrivé au confinement total et avec fermeture des halls d'immeubles. Si on fait ça en France, c'est impossible. Ça ne pourra pas se gérer culturellement. C'est pas possible. Donc, on a un appel à la conscience de tout le monde. Vos intervenants et le témoignage que vous avez diffusé tout à l'heure est assez fort pour le dire. Voilà, restez chez vous, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Restez chez vous. Oui, on peut pas dire beaucoup mieux. Une information au passage, puisqu'on parlait de centre, sachez que la ville d'Antibes ouvre dès demain un centre dédié au SDF avec 30 lits dans les espaces du Fort Carré. Voilà, on précise. Alors, il y a d'autres villes, hein, évidemment, mais voilà, c'est une information qui concerne donc le bassin antibois. On parlait des couvre-feux. Vous l'avez dit, le département des Alpes-Maritimes est concerné avec les grandes villes, hein, comme Nice, Cannes et Menton, mais il y a des villes aussi dans notre région, comme à Marignane, à Istres, à Salon, qui ont aussi adopté donc ce couvre-feu. Donc voilà, il faut se rapprocher évidemment des communes pour en avoir les horaires et les conditions précises. Je voudrais juste vous montrer une infographie, là aussi, avec Rivière Actu, qui est notre partenaire, puisqu'on va se mobiliser aussi pour relayer les initiatives solidaires. Voilà, vous pouvez les contacter, vous pouvez leur écrire, et dès demain, on rendra compte dans cette émission des initiatives. Il y en a déjà quelques-unes hein, qui se sont manifestées. On vous prépare tout ça avec la rédaction de Rivière Actu. Vous pouvez, Eric, contacter aussi notre Facebook. Voilà, tout à fait. On en parlera demain. Moi, je trouve ça fantastique hein, de voir que dans ces périodes tellement complexes et tellement anxiogènes, le lien solidaire, quel que soit son niveau social, sa couleur politique, que tout ça se met en place. Et vous verrez demain, lorsqu'on évoquera avec Rivière Actu ces initiatives, il y a vraiment des astuces pleines de bon sens qui aident les gens à mieux vivre au quotidien. Et vous savez, si on avait un vœu à faire, parce que plus on se projette, plus ça veut dire qu'on a tourné la page, et on veut tous tourner la page, eh ben, le vœu qu'on peut faire, c'est que toute cette chaîne de solidarité qui se met en place au pire moment d'une crise sanitaire perdure. Et ça, ce serait fantastique. Alors, une information très importante, le Conseil de santé publique a donc aider le gouvernement à décider. Olivier Véran annonce qu'il va prendre un arrêté pour encadrer l'utilisation de la chloroquine dans la lutte contre le Covid-19, donc uniquement pour les formes sévères et sur décision collégiale des médecins. Voilà. Donc, c'est un pas important, si vous voulez. Très important. Non, mais vous voyez, Didier Raoult, qui est né au Sénégal, qui a 68 ans, sa mère était infirmière, son père était médecin militaire, qui a sans doute été montré du doigt parce qu'il avait les cheveux longs et parce que, étant professeur, même s'il publie une centaine de papiers par an dans des revues médicales importantes, mais parce qu'il ne faisait pas partie, peut-être, de l'establishment médical parisien, a été parfois regardé de travers, voire même moqué. Et ben, cette décision du ministre de la Santé actuel prouve que la piste est sérieuse, visiblement, et que même s'il y a des effets secondaires, on ne peut pas dire aux gens « attendez d'avoir le résultat des études académiques pour se prononcer ». Il y a une urgence, il faut y répondre, et je pense que la décision du ministre de la Santé ce soir, quels qu'en soient les effets après de ce médicament, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, elle fera date parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'erreurs médicales, mais les grandes découvertes scientifiques se sont souvent faites par hasard,
souvent faites par hasard. Les grandes avancées ont été souvent faites par hasard, On le souhaite, la en tout pénicilline et d'autres. Donc, je ne dis pas que c'est une grande avancée, je dis simplement que ça va rendre l'air un peu plus léger, que les gens qui ont envie de tester ce médicament, qui sont dans des phases moyennement sévères ou sévères, puissent le faire sans attendre le résultat officiel de l'OMS, de l'Europe, des résultats académiques. Et il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 860 morts en France, c'est le dernier bilan, dont 186 pour ces dernières 24 heures. Donc il y a urgence, on ne cesse de le répéter. Restez bien chez vous, surtout. Ne sortez pas. Merci beaucoup, Jérémy Crinchamp, d'être venu sur ce plateau. On va se quitter en musique pour se donner un peu on veut respirer un peu d'espoir. Alors, le message est grave, mais le patron est passé derrière le micro. Il a enregistré une petite vidéo. Exactement, Jean-Jacques Goldman. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu, cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, on vous laisse la regarder. Merci à toutes les équipes techniques d'Azur TV et on se retrouve